Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de tous les titres que j'ai lus pendant l'ensemble du mois d'octobre, un mois qui a été consacré à 99% au challenge du Scary Spooky Challenge. Et on va démarrer tout de suite parce qu'il y a pas mal de romans dont il faut que je vous parle, parce que j'ai pas mal lu, même s'il y a pas mal de titres assez courts. On va démarrer par malheureusement un abandon et je suis la première déçue puisque c'est un titre que vous m'aviez recommandé. J'ai abandonné le tome 1 et donc la saga, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness que moi j'ai au livre de poche. Ici on va être en Angleterre. Je crois, il me semble qu'on est en Angleterre avec une jeune femme qui s'appelle Diana Bishop. Elle est sorcière et puis elle est notamment, comment ça s'appelle, universitaire, chercheuse et elle travaille donc dans une université. Elle mène des recherches, alors on ne sait pas très bien quel type de recherche elle mène, hein, si je me souviens bien. Et donc moi j'ai abandonné ce roman à 400 pages parce qu'il se passait rien. Parce qu'il se passait rien en fait. Alors Diana elle va rencontrer un personnage masculin. Je vais pas vous dire exactement quel est ce personnage, quelle est la catégorie de ce personnage. Et tout va tourner entre cette relation en fait qui va s'instaurer entre ces deux personnages. Forcément, pas forcément en tout cas, d'une manière assez évidente, c'est une romance qui va s'instaurer. Et il va également y avoir une histoire autour effectivement d'un livre perdu qui peut avoir un lien avec les sorcières et également avec d'autres créatures. Et moi, au bout de 400 pages, on va pas se mentir, je n'en pouvais plus. Je pense que ce roman aurait pu être divisé par deux. C'était pas désagréable. Je me suis pas... j'ai pas... comment dire? Non, c'était pas désagréable. Alors, je me suis pas ennuyée, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'était pas une horreur de lecture. Ça se lisait bien, c'était plutôt sympa à suivre, etc. Mais à un moment, j'ai commencé à passer des paragraphes et à me dire, est-ce que tu vas lire la suite? Donc, arrivé à 400 pages, et honnêtement, il s'était pas passé grand-chose. Et je me suis dit, Stéphanie, est-ce que tu as vraiment envie de continuer cette série? Tu as plein de séries, plein de titres qui te tentent, c'est une briquette, c'est une trilogie. Est-ce que tu as vraiment envie de te forcer quelque part à le lire? Et la réponse, elle a été non. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc voilà, j'ai abandonné sans beaucoup de remords. Donc c'était sympathique, c'était agréable à lire, c'est pas une torture, vraiment pas. Mais c'est très long, en tout cas trop long à mon goût, il se passe rien. La relation qui s'installe entre nos deux personnages, j'y ai pas cru, je l'ai trouvé pas naturelle, je l'ai trouvé forcée, voilà, ça l'a vraiment pas fait. Et puis finalement l'histoire de ce livre perdu qui, franchement, qui m'intéressait, elle pour le coup, je trouvais ça, j'aimais bien l'idée en plus, je trouvais ça sympa. Elle est noyée dans cette relation qui s'installe entre ces deux personnages. Alors moi, je suis pas hermétique à la romance. Mais là, franchement, c'était pas possible, c'était un petit peu trop niais pour moi. Donc, malheureusement, pour tous ceux qui me l'avaient conseillé, vraiment, je suis désolée. J'ai abandonné ce tome 1 et bien évidemment, j'abandonne la saga. Je ne lirai clairement pas la suite. Un autre roman que j'ai lu, que j'ai pas abandonné, voilà, mais qui n'a pas été une franche réussite non plus, c'est Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. C'est de l'auto-édition et là, pour le coup, je suis assez déçue. J'avais vu beaucoup d'avis positifs. On va être dans un huis clos. On va se retrouver dans une maison, un manoir, dans lequel 12 ans plus tôt, il y a eu un incendie. Donc, il y a eu 4 rescapés. À l'époque, c'était 4 jeunes adolescents, on va dire. Et on va retrouver nos 4 personnages maintenant adultes qui, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver obligés de retourner dans ce manoir. Et voilà, et tout va tourner dans ce huis clos. Qu'est-ce qui s'est passé 12 ans auparavant puisqu'il y a eu un incendie? Pourquoi sont-ils revenus là? Qui les a rappelés? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. Donc, un pitch qui me tentait vraiment beaucoup. Malheureusement, ça l'a pas fait. Alors, pas forcément le style de l'autrice, je pense pas. C'est pareil, c'est pas désagréable à lire. Ça s'est lu vraiment très bien. Je trouve que l'idée de départ, elle est intéressante. Assez classique, mais intéressante. Je trouve que y a pas mal de bonnes idées. Il y a pas mal de surprises également un petit peu intéressantes. Mais je finis par m'embrouiller puisqu'en fait on va avoir plusieurs temporalités un petit peu qui vont se mêler avec nos personnages principaux et il va y avoir d'autres personnages qui vont rentrer dans l'histoire et au bout d'un moment j'arrivais plus tellement à savoir qui était qui faisait quoi, pourquoi, comment. Alors finalement il se passe ça mais en fait finalement ce que tu crois non c'est pas vrai, il y a autre chose. Enfin, c'était un petit peu embrouillé je trouvais par moments. J'ai fini par trouver qu'il y avait quelques longueurs, pardon.
un peu de redite, des dialogues qui me paraissaient un peu forcés, pas naturels. Quelques scènes également sans aucun intérêt. On a une scène de sexe, je ne vois pas l'intérêt de cette scène de sexe. Pourquoi? À nouveau, je ne sais pas. Voilà, on va dire que le premier tiers m'a bien plu. Et puis sur le reste, beaucoup moins. Voilà, j'ai pas été emballée. Je pense que j'ai vu énormément de retours positifs sur ce titre. Je pense simplement, bah voilà, ça n'a pas fonctionné avec moi. L'ambiance n'était pas là, j'ai pas eu peur. Enfin voilà, ça n'a pas particulièrement fonctionné. Et je garde comme sentiment général de cette lecture un sentiment de brouillon, de fouillis, de trop de choses. Et puis voilà, d'espèce de gloubi-boulga de plein de choses. Et voilà, bref, ça l'a pas fait. J'ai une duologie d'Urban Fantasy que j'avais achetée à l'autrice également. Je crois que c'est une campagne Ulule que j'ai également à la maison. Donc je lirai cette duologie d'Urban Fantasy. Pour le moment, j'ai mis un peu en pause les achats de cette autrice, puisque bah voilà, je me dis, est-ce que peut-être c'est simplement le style qui marche pas avec moi, ce qui est possible. Donc voilà, je lirai d'autres choses, en tout cas ce que j'ai là. Et puis pour le reste, je verrai plus tard. Mais moi, ça l'a pas fait. J'ai vu vraiment pas mal de gens aimer ce titre. Il y a d'ailleurs un tome 2 qui sort là, tout bientôt. Donc voilà, tentez quand même, parce que voilà, j'ai vu que ça avait plu et ça peut plaire. Ensuite, j'ai lu, une trilogie. J'ai lu une trilogie. Alors, j'essaie de retrouver l'ordre. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que nous avons tome 1, Les meurtres de Molly Sosborne. C'est de Ted Thompson. C'est publié chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. J'ai lu la suite, La survie de Molly. Et le tome 3, L'héritage de Molly Sosborne. Hop, une petite trilogie que j'ai glissée comme ça entre d'autres lectures. C'était plutôt sympa. Dans le tome 1, on va faire la rencontre de Molly Sosborne qui a une petite particularité. Je ne vais pas vous la donner parce que j'aimerais que vous le découvriez vous-même. Donc c'est de la science-fiction. Molly, elle a été élevée par ses parents qui vivaient un petit peu en autarcie et elle a une particularité puisque sa mère l'a formée au combat. Voilà, je vous dirais que ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de lire au minimum ce tome 1. Donc c'est un premier tome que moi j'ai beaucoup aimé. On devine alors on n'a pas vraiment d'explication du contexte, on va vraiment suivre Molly, on va découvrir son passé, son enfance, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est obligée de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. On devine un univers dans lequel la natalité s'est écroulée en fait, et voilà, et on a vraiment peu d'explications sur l'ensemble du monde dans lequel évolue Molly. C'est un titre, et ça c'est valable pour l'ensemble de la trilogie d'ailleurs, on est à cheval entre différents genres, l'horreur, parce que c'est quand même assez gore, on a quelques scènes parfois un petit peu difficiles, c'est assez graphique, on a de la science-fiction, on a de la dystopie, on a du roman d'apprentissage également, voilà. On est vraiment à cheval de ces différents genres. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était super addictif, j'étais vraiment super intriguée de découvrir l'histoire de Molly, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, en tout cas tout au long de l'histoire. J'aurais aimé avoir un peu plus de réponses en fait, je trouve que c'est un tome qui nous pose beaucoup de questions, qui nous interroge, mais qui répond pas beaucoup à toutes les questions qu'il pose, mais c'est vraiment en tout cas j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Le second tome, La survie de Molly Sosborne, c'est la suite directe du tome 1. Alors clairement, vous ne pouvez pas du tout les lire dans n'importe quel ordre. Il faut vraiment respecter l'ordre, sinon vous n'allez rien comprendre. Et en plus, vous allez vous spoiler un certain nombre de choses. Un tome 2 qui est un petit peu en dessous du tome 1. Forcément, on n'a plus l'effet de surprise et de découverte qu'on a dans le tome 1. J'ai eu un petit peu l'impression d'un tome de transition, puisque là, on va changer de point de vue, on va voir les choses d'une manière un petit peu différente. C'est également beaucoup plus introspectif. Voilà, on n'avance pas vraiment dans l'histoire de fond, on est vraiment dans la tête de notre personnage principal. Et voilà, c'est pas forcément long. Ça va parce que c'est assez court. Je pense que peut-être que sur un roman plus épais, ça l'aurait pas fait. Mais c'est vrai que sur ce tome 2, ça passe. Voilà. J'ai malgré tout passé un bon moment. Mais à nouveau, beaucoup de questions et très peu de réponses. Donc, parfois un côté un petit peu redondant qui m'a forcément moins plu que le premier, où on est vraiment dans la découverte de cette histoire assez sympa.
Et le dernier tome, L'héritage de Molly Osborne. C'est le tome clairement qui m'a moins plu. Je trouve que c'est une série qui va en descendant, ce qui est fort dommage. J'ai des longueurs. J'ai eu l'impression d'avoir des redites, beaucoup de redites entre les deux premiers tomes. De ressasser, même par moments, certains sujets, certaines thématiques, certaines interrogations qui sont légitimes, mais qu'on avait déjà dans le tome 1, dans le tome 2. Je me dis encore. Un peu rapide sur la fin. On a des réponses, mais à nouveau, je trouve qu'on n'en a pas assez par rapport à ce qui nous est proposé au début. Voilà, pour moi, c'est un petit peu dommage. Comme je dis, c'est une série que j'ai pris plaisir à lire, qui m'a intéressée. J'ai une préférence pour le tome 1. Je suis pas certaine de la garder parce que pas certaine de la relire. Mais c'était intéressant de par les sujets proposés, le côté un peu dystopique, le mélange des genres. Attention, pour les plus sensibles, c'est assez sanglant, assez gore par moment. Donc voilà, il faut savoir où vous mettez les pieds. Mais ouais, je suis contente d'avoir lu cette trilogie, d'avoir lu sur un seul mois en plus. Et voilà, je vous la recommande. Alors, peut-être pas les 3 tomes, mais au minimum le tome 1, que je trouve intéressant. Ouais, que je trouve vraiment intéressant. Et je trouve que de la série, c'est le meilleur. Alors, je dis des bêtises. Ouais, c'est celui-ci, le tome 1. Voilà. Donc voilà, globalement, je vais dire une lecture sympathique. Malgré le côté un petit peu trashouille quand même. Mais c'était plutôt une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu, je le fais tomber, hop, à l'heure où je succombe de Jean-Pierre Favard. C'est publié chez Sema Édition. Alors malheureusement, Sema Édition a fermé, donc je pense que vous ne pouvez plus le trouver en neuf. Mais je pense qu'il est assez facilement trouvable en occasion. Jean-Pierre Favard, j'avais lu et j'avais adoré La Sentinelle, une nouvelle qui est parue chez Ogmios Édition, dont je vous ai déjà parlé 3 milliards de fois. Je ne vais pas m'appesantir. Donc je voulais lire d'autres titres de l'auteur. Alors, celui-ci, globalement, ça a été pareil, une bonne lecture, même si je suis un petit peu déçue de la fin. Voilà, mais on va d'abord faire un rapide résumé. On va faire la rencontre de 4 jeunes adultes, on va dire. Ils vont dans la maison de campagne d'un des garçons. Et dans cette maison de campagne, on va vite découvrir qu'il s'est passé un drame quand le jeune garçon était assez jeune. Voilà, donc le fait d'être dans cette maison de campagne, ça va faire ressurgir tout un tas de souvenirs, puisqu'il n'y est pas retourné depuis des années. Il y a des choses qui vont se passer dans cette maison de campagne. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans la fiction? Je vous laisse découvrir cette histoire. Alors, un peu comme dans La Sentinelle, j'ai trouvé que c'était assez immersif. J'aime bien vraiment la manière dont Jean-Pierre Favard raconte son histoire. C'est très vite intriguant. On a vraiment envie déjà de découvrir ce qui s'est passé tant d'années auparavant. Et puis en même temps, sur les événements actuels, je me demandais jusqu'où allait m'emmener l'auteur, sur quel axe il allait partir. On va plonger dans les légendes d'une certaine région de France. Je reste volontairement vague. On navigue entre le réel et le fantastique, la folie et la réalité. Voilà ce genre d'ambiance un peu, vous savez pas trop. Il se passe des choses. Est-ce que c'est une interprétation? Est-ce que c'est le réel? Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que nos personnages sont fous? Est-ce qu'ils ont vraiment vécu et vu ce dont ils nous parlent? C'est pas une horreur. Alors contrairement à Molly Osborne, on est vraiment des fois dans du glauque et du crade. Ici, on n'est pas dans ça du tout. On est plutôt dans une ambiance générale. Il va nous faire douter. Vraiment une horreur d'ambiance. Voilà, pas du tout. On n'est pas du tout dans quelque chose de graphique, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose d'assez lent qui s'installe tranquillement. Voilà, il n'y a pas forcément de sang, de choses comme ça, mais une ambiance générale, une angoisse, une inquiétude qui va s'installer tout doucement. Il y a juste, voilà, comme je disais, le dernier tiers que j'ai pas particulièrement aimé. Je suis pas certaine d'avoir tout compris, je vais pas vous mentir. La fin m'a moyennement convaincue. Voilà, je relirai du Jean-Pierre Favard parce que je suis quand même malgré tout encore intriguée de le découvrir. Globalement, c'est plutôt une bonne lecture. J'ai passé un bon moment, voilà, même si sur la fin j'ai un petit bémol parce que voilà, ça m'a pas convaincue sur la fin. Alors contrairement à La Sentinelle où là pour le coup j'avais vraiment adoré la fin, mais c'était cool et voilà, je suis contente d'avoir continué ma découverte de cet auteur. Un roman ensuite que j'ai lu en lecture commune et qui m'a fait passer un très chouette moment, c'est Le phare au corbeau de Rosen Iliano, publié chez Folio SF. Le grand format publié chez Critique et je l'ai lu en lecture commune avec Virginie Marceau sur
Instagram. Ici, on va être dans une histoire un petit peu d'urban fantasy. On va faire la rencontre de deux exorcistes qui sont Isaiah et Agathe. Ils sont exorcistes à Paris et voilà, ils travaillent un petit peu dans toute la France pour faire leur job d'exorciste en fait. Et puis, on va les appeler puisque il y a une demande d'exorciste qui a été réalisée en Bretagne et ils vont être mandatés, ils vont aller là-bas pour essayer d'analyser ce qui se passe et bien évidemment de pratiquer l'exorcisme et de libérer les lieux des fantômes qui y sont. Donc on a lu ce roman avec Virginie. On était toutes les deux assez intriguées. C'est un roman que j'avais découvert avec le Plib il y a quelques années. Alors déjà, c'était très très sympa à lire. C'est plutôt bien écrit. On est, je trouve, moi, plutôt dans quelque chose... on est entre le fantastique et puis l'urban fantasy. Voilà, moi je trouve qu'on est plutôt dans cette catégorie de romans. L'ambiance, elle est plutôt cool, surtout pour les parties qui mettent en scène le phare et le passé. Puisque forcément, comme il y a exorcisme, on va forcément retourner dans le passé pour essayer de comprendre qui sont ces fantômes, d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi sont-ils là. Voilà, donc on va avoir une espèce de petite enquête comme ça. Et on a une alternance de moments dans le présent, de moments dans le passé. C'était assez intéressant, bien fait et très agréable à lire, vraiment l'ambiance était là, même quand ils sont, on a quand même quelques scènes de pratique d'exorcisme qui sont plutôt bien faites aussi, donc tout ça, ça fait une lecture plutôt cool. Il y a quelques longueurs par moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques chapitres ou quelques personnages qui étaient inutiles, ou en tout cas qui n'étaient pas exploités dans cette histoire. J'ai eu parfois l'impression sur certaines parties qu'on était sur un tome 1 d'Urban Fantasy en fait, hein, puisque comment dire, l'ambiance générale, déjà ça faisait très urban fantasy comme je l'ai dit, désolée, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc oui j'ai eu l'impression par moment qu'on était dans un tome 1 d'urban fantasy, puisque l'autrice, elle va nous présenter des lieux, des personnages, ou même des histoires qui se sont passées avec certains personnages qui n'ont aucune utilité en fait dans l'histoire présente, comme si elle pourrait tout à fait faire un tome 2 avec ces personnages-là. Et j'ai découvert plus tard, qu'effectivement l'autrice Rosanne Iliano, elle a écrit majoritairement en auto-édition en fait, et je pense que ce roman, il s'inscrit dans, alors pas dans une saga, mais peut-être dans un univers partagé qu'elle a créé, et je pense, elle évoque notamment dans cette histoire certains événements en lien avec certains personnages, donc je finis par me dire que peut-être que dans ces romans été édités, il y a des personnages sur lesquels elle a écrit avant, et sur lesquels elle a écrit après, et voilà, et je pense que ça explique ce sentiment un petit peu d'avoir presque un tome d'introduction, un tome 1 en fait. Alors, c'est pas gênant plus que ça pour l'histoire principale, mais c'est vrai que moi, je trouve ça des fois un peu frustrant. Il y a peut-être quelques personnages qui nous sont présentés et voilà, qui n'ont pas d'intérêt dans l'histoire, voilà. Mais globalement, c'était une lecture plutôt cool. J'ai passé un très chouette moment, très agréable à lire, voilà. J'ai vu que les notes n'étaient pas très bonnes. Moi, j'ai trouvé ça cool, très sympa, très chouette. Et si j'ai l'occasion, je relirai l'autrice avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu un service presse que j'avais reçu des éditions des Tourments. Je les en remercie. C'est un tout petit recueil de nouvelles écrit par Megan Stram. Donc, il y a quoi, 8 nouvelles, je crois, 7 nouvelles. Et on a même, hop là, voilà, des illustrations pour chaque démarrage de nouvelles. Alors, on a des nouvelles de longueur inégale, des plus longues, des plus courtes. Mais vous vous doutez bien, il fait 80 pages que ça s'est lu super vite. Donc, des nouvelles de longueur différente, mais également de styles différents, puisqu'on a des nouvelles plutôt horrifiques, plutôt de thriller, plutôt fantastiques. Il y a même une réécriture de contes. De manière générale, alors forcément, il y a des nouvelles que j'ai un petit peu moins aimées, mais globalement, c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. J'ai ma petite préférence pour la réécriture de contes qui s'appelle Hansel et Gretel, que j'ai trouvé super intéressante dans la manière dont elle réinterprète un petit peu ce conte de fées. C'était plutôt chouette. On a quand même pas mal de nouvelles où les femmes sont extrêmement présentes. Il y a beaucoup de communication ou de commentaires ou de thématiques féministes ou autour de l'importance de la liberté du droit des femmes. Voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé la plume, et puis il y a quand même certaines chutes sur certaines nouvelles qui m'ont
qui m'ont quand même fait dire un genre de waouh, notamment Hansel et Gretel, mais bon, pas que. Il y a quelques, alors attention également, hein, je pense il y a une nouvelle qui s'appelle Le charme sensuel de la vie. Elle est un petit peu dure, voilà, il y a quelques trigger warnings quand même sur certains sujets. Donc voilà, faites quand même attention. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, si j'ai l'occasion, je relirai l'autrice avec grand plaisir. Parce que franchement, ce petit recueil qui ne paye pas de mille, eh ben, il était vraiment très sympathique. Ensuite, j'ai lu un roman qui n'était pas prévu, mais vous avez vu il n'y a pas longtemps dans mon book haul. Je l'ai trouvé le mois dernier en brocante et j'étais super intriguée de le découvrir. Donc, j'ai lu Unité 6 de N.A. Illigan et c'est de l'auto-édition. Je suis plutôt contente parce que sur ce mois-ci, il y a quand même pas mal de titres de petites maisons d'édition ou d'auto, enfin pas mal, plusieurs, on va dire. Ça, je suis plutôt contente. Unité 6, c'est quoi? On va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Niklas. Il est infirmier de nuit dans un hôpital psychiatrique et on va le suivre dans son hôpital une nuit où on lui annonce que, eh bien, il va y avoir comment ça s'appelle? Une jeune femme qui va entrer dans l'hôpital et qu'il va falloir mettre en isolement immédiatement. Et on va le suivre pendant cette nuit-là particulièrement. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé parce que les chapitres, ce sont des heures. Et donc forcément, on va dérouler les heures tout au long de la nuit. Ça va pas aller de mieux en mieux. Hein. Donc c'était hyper addictif. Alors certes, c'est assez court. Hein, il fait 157 pages. C'est hyper addictif. Le rythme au niveau du temps, il est intense puisque ça se déroule sur une seule nuit. Le rythme de l'histoire, il va crescendo de plus en plus vers l'horreur, le gore, de plus en plus. On est dans un hôpital psychiatrique, on est en huis clos et en plus, nous, on va naviguer comme ça pendant tout au long de la nuit entre la folie et la réalité à nouveau. Qui est fou, qui dit vrai. Il y a des choses vraiment très glauques, très gore, très malaisantes. Attention bien évidemment pour les plus sensibles. Il y a un truc que je déteste, c'était tout dégoûtant. Bref, si j'ai l'occasion d'en parler à l'auteur un jour, c'était dégoûtant son truc. L'ambiance de l'hôpital psychiatrique, forcément, elle est là. Alors, il me semble que l'auteur, il est lui-même infirmier. Je crois même qu'il... Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il me semble qu'il a travaillé également en hôpital psy. Mais donc forcément, il y a également une ambiance hyper réaliste de l'environnement. Le huis clos, on est dans un hôpital psy sur une seule nuit. Waouh, c'était super. Moi, je vous le conseille à lire d'une traite. Voilà, c'était excellent. C'était une super lecture. Et franchement, si vous avez l'occasion, foncez. Un autre titre, alors celui-là, vous l'avez vu également en book haul, mais il y a un petit moment, je crois. Ça a été ma première lecture d'octobre. J'avais trop envie de le lire. J'ai lu Jiken. Horreur et faits divers au Japon, c'est écrit par Louis San et illustré par Nogi San, c'est publié donc chez Michel Lafon, je crois que je viens de le dire. Et c'est donc un recueil de nouvelles de True Crime, donc on a une dizaine de nouvelles je crois, qui vont nous parler de faits divers qui se sont déroulés au Japon ou qui ont mis en scène des personnes d'origine japonaise. Et je dis ça puisqu'il y a une des histoires qui s'est déroulée en France. Je crois que c'est une des plus connues, enfin une des plus connues. En tout cas, moi, je la connaissais. C'est Issei Sagawa, le cannibale. Ça s'est passé à Paris dans les années 80, je crois, 90 peut-être. Donc je connaissais, enfin en tout cas j'avais une vague idée seulement de deux des histoires sur celles qui sont proposées. Toutes les autres je ne les connaissais pas. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé l'auteur. Je ne suis pas particulièrement Louis San. Alors déjà pour chaque nouvelle on a d'abord une illustration de pleine page. On a une explication du contexte. Qu'est-ce qui s'est passé sur le drame en particulier, et ensuite quelles en ont été justement les suites. Est-ce que les personnes ont été jugées, comment ils ont été arrêtés déjà, comment ils ont été jugés. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce recueil, c'est que l'auteur pour chacune des histoires, je pense qu'il les a aussi choisies pour ça, il met en lumière soit ce que cette histoire reflète du Japon, de l'état d'esprit des Japonais, de la culture japonaise, et ou, parce que les deux sont parfois possibles, quelles ont été les conséquences de chacune de ces histoires, soit à nouveau sur le système juridique japonais ou sur la société japonaise, puisqu'il y a quand même certaines de ces histoires assez horribles, d'ailleurs elles sont toutes horribles, hein, qui ont eu des conséquences importantes sur la société japonaise. Il y a parfois des choses qui sont assez terribles parce qu'on se rend compte que...
ouais, que la société japonaise, elle fonctionne pas comme nous, quoi. Il y a quand même certains personnages qui ont été libérés ou qui sont, oui, qui ont été libérés et puis qui sont devenus conseillers juridiques, par exemple, pour la police. Enfin, il y a des choses assez étonnantes. Mais en tout cas, moi, c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il aura l'occasion d'en faire un autre. En tout cas, moi, j'avoue que s'il en fait un deuxième, je serai au rendez-vous. Il me semble que ça, c'est également à la base une série audio sur Audible, si je me trompe pas. Moi, j'ai passé un super... Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça. C'est écrit une série Audible originale. J'espère qu'il aura l'occasion d'en refaire un autre parce que franchement, entre les illustrations qui sont vraiment superbement bien choisies pour illustrer les nouvelles, le livre en lui-même qui est très agréable, la structure de chaque histoire, chacune des histoires proposées, franchement, c'était une super lecture. Et moi, franchement, je vous le recommande parce que je ne l'ai pas beaucoup vu passer et vraiment, c'était super. Et on va terminer par ma meilleure lecture d'octobre. Alors, Jikan aurait pu franchement aussi candidater, on va dire, parce que c'était très cool. Mais j'ai adoré le tome 1 des Sables d'Araouia, Chasseurs de flammes. C'est de Hafsa Faisal. C'est publié chez De Saxus. Ici, on va être dans un roman de fantasy orientale. On va rencontrer deux personnages, donc Zafira. Elle se déguise en homme et elle va chasser pour son peuple. Et en parallèle, on va suivre également Nassir, un jeune homme qui est assassin. Voilà, donc vous vous doutez bien, on va les suivre tous les deux pendant un petit moment. Et vous vous doutez bien qu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, ils vont se rencontrer, voilà, tout simplement. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a une alternance de points de vue entre ces deux personnages. Donc, vous connaissez le système, un chapitre avec Zafira, un chapitre avec Nassir. Et forcément, à chaque fois, quand vous en quittez un, vous avez envie de continuer de suivre son histoire. Donc, ça a un côté forcément entraînant et forcément addictif. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que, alors c'est une jolie briquette, hein, il fait plus de 600 pages, me semble-t-il. Non, pas tout à fait, je suis mauvaise langue. 563 pages. Je trouve qu'elle prend le temps de poser et de raconter son histoire. Donc sur le premier tiers, on va être séparément avec Zafira et Nassir. Et chacun de ces personnages, on va apprendre à les découvrir, on va connaître leur histoire. Et moi, j'ai adoré ça. Elle prend le temps de poser, de nous raconter, de nous présenter les personnages. Alors effectivement, il n'y a pas énormément d'action sur le premier tiers, on est bien d'accord. Mais moi, ça ne m'a pas dérangée parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à connaître et à découvrir nos deux héros. Il y a pas mal de vocabulaire d'origine arabe qui nécessite d'utiliser le glossaire. Il y a un glossaire à la fin où l'autrice a mis pas mal de vocabulaire. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens que ça avait gêné. Moi, pas particulièrement. Alors je ne suis pas particulièrement familière non plus du vocabulaire d'origine arabe, même s'il y a certains mots que je connais. Mais voilà, j'ai pris le pli assez vite et puis quand même avec le contexte, sans forcément se référer systématiquement au glossaire, on arrive quand même à comprendre ce que l'autrice elle a voulu dire. Il y a également pas mal de valeurs féministes, de liberté, de choix individuels qu'on a dans ce premier tiers. Ensuite, on a une deuxième partie où je trouve qu'il y a un petit peu plus de longueur, mais en même temps, ça se comprend, puisque à nouveau, l'autrice, on va avoir nos deux personnages principaux, mais on va également avoir d'autres personnages qui vont rentrer en scène, et elle prend le temps, à nouveau, de nous parler de ces personnages, de développer les relations entre eux, de nous expliquer leur comportement, et je trouve que le fait justement qu'elle prenne le temps, qu'elle ne se précipite pas, toutes les relations qui vont s'installer, je les ai trouvées très réalistes et très cohérentes, par rapport à la personnalité de chacun des personnages voilà, qu'elle a mis en scène. Voilà, deuxième partie plus lente, mais que j'ai trouvé malgré tout bien faite et que je comprends en fait pourquoi elle a fait ça. Elle aurait pu nous faire des relations d'amitié et d'amour en 30 secondes. Non, non, ça marche pas comme ça. Zafira, elle fait confiance à personne et même dans la deuxième partie, elle fait toujours confiance à personne. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un, cette personne devient sa meilleure amie pour toujours et elle lui balance tout ce qu'elle a jamais raconté à personne. Non, pas du tout. Au contraire, elle reste toujours sur la réserve. Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, dernière partie que j'ai trouvée un petit peu plus brouillon. Je trouvais qu'il y avait des événements qui n'étaient pas toujours très très clairs. On a plus d'action dans ce dernier tiers, des scènes de combat plus présentes, également que j'ai trouvé bien menées.
Juste un petit bémol pour moi sur ce dernier tiers. Je me suis rendu compte que il y avait certains personnages, enfin, il arrive certaines choses à des personnages et ça m'a pas particulièrement touchée. Je pense que j'ai eu par moments une lecture un petit peu distante. Alors, je me dis, j'étais vraiment hyper bien dans la première partie. Est-ce que justement cette lenteur que j'ai sentie dans la deuxième partie fait que je me suis un petit peu détachée? C'est possible. Vraiment, vraiment, c'est possible. Et puis, une fin qui m'a bien plu, que j'ai trouvé très intrigante. Et voilà, et je vais prendre bien évidemment beaucoup de plaisir à lire ce tome 2. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai lu le tome 1 avec Dorian, Monsieur Cabric. Et on va se faire le tome 2 ensemble, bien évidemment. Mais ça fait longtemps que j'avais pas lu de fantaisie orientale. Ça a été très, très agréable. Comme je dis, j'ai apprécié qu'elle prenne le temps, qu'elle se précipite pas dans les relations, qu'elle se précipite pas dans son histoire. Les choses sont assez claires, même à la fin. Et franchement, voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce titre. J'ai pas vu forcément énormément de retours dessus. J'en ai pas cherché non plus, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, moi c'était une très chouette lecture, c'était un très bon moment. Je vais arrêter de dire très parce que je l'ai dit beaucoup tout au long de cette vidéo. Mais vraiment, moi je peux que vous conseiller de le découvrir. Fantaisie orientale, c'est un petit peu lent par moment. Avec moi ça l'a fait, c'était une très chouette lecture. Je lirai le tome 2 le mois prochain. Et voilà. C'est donc terminé pour ce point lecture du mois d'octobre. Vous voyez, j'ai eu pas mal de très chouettes lectures. J'ai passé un excellent mois. C'était vraiment cool, même si je me suis un petit peu éloignée de ma palle sur certains moments. C'est pas très grave. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, si certains vous ont intrigué. Qu'est-ce que vous avez lu pendant le mois d'octobre? Est-ce que vous aussi, vous avez fait beaucoup de lectures un petit peu creepy, tout ça? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci à ceux qui pensent à mettre un commentaire, merci à ceux qui mettent un j'aime, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent juste un petit smiley s'ils n'ont pas grand chose à dire. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!